Il existe un schéma récurrent dans l'histoire des missions spatiales. Des données apparaissent. L'intérêt est évident pour tous. Et rien ne se passe pendant des années. C'est précisément ce qui est arrivé à Amphitrite. 1996. La sonde Le Foucault survole Amphitrite, l'une des 4 grandes lunes d'Orion. À son bord, un magnétomètre fonctionne. L'instrument enregistre une anomalie. Le champ magnétique d'Amphitrite se comporte comme si une couche conductrice se trouvait sous la glace. Conductrice. Ce mot est important. Qui conduit l'électricité. À cette température. À cette profondeur. Cela ne signifiait qu'une seule chose. De l'eau liquide et salée. Pas de la glace. Pas de la roche. Un océan. La scientifique en chef du magnétomètre est Geneviève Allègre, de l'Université de la Côte d'Azur à Port-Royal. Elle a reçu les données, les a traitées, les a publiées. La conclusion était claire. Sous la glace d'Amphitrite, il existe avec une forte probabilité un océan global d'eau salée. Année 1996. Le courrier d'Amphitrite. La mission suivante vers Amphitrite a été lancée le 14 octobre 2024. Il arrivera dans le système d'Orion en 2030, 27 ans d'intervalle. C'est une anomalie. Une anomalie qui exige une explication. Commençons par les faits connus. Non pas le communiqué de presse, mais les données brutes. Le Foucault, une sonde de l'ASA, a été lancée en 1989 et est arrivé près d'Orion en 1995. Sa mission principale était l'étude d'Orion et de son système lunaire. 4 grandes lunes, Héphaïstos, Amphitrite, Prométhée, Sélénée. Héphaïstos, c'est l'enfer, l'objet le plus volcanique du système Hélios. Des centaines de volcans, des lacs de lave, des éruptions de soufre constantes. Le chauffage par effet de marée d'Orion est si intense que la surface d'Héphaïstos ne refroidit jamais. Prométhée est le plus grand satellite du système Hélios, plus grand que Vif-Argent. Il possède son propre champ magnétique, unique pour une lune. Sous sa surface, il y a aussi probablement un océan salé, mais plus profond et plus froid. Sélénée est la plus externe des 4. Sa surface, couverte de glace et de cratères, ressemble à une cible pour astéroïdes. Là aussi, des signes d'eau souterraine existent. Mais Amphitrite était particulière. Amphitrite intéressait les scientifiques depuis longtemps. Déjà, les clichés de l'explorateur à la fin des années 70 montraient une surface de glace parcourue de fissures caractéristiques. Des stries brun-orangé zèbrent la surface blanche. Les fissures sont un signe de mouvement. Le mouvement de la glace, un signe de chaleur en dessous. La chaleur, c'est intéressant. De plus, la surface d'Amphitrite est presque dépourvue de cratères d'impact. C'est une anomalie en soi. Les surfaces anciennes du système Hélios externe, comme Sélénée, sont densément cratérisées. Amphitrite paraît jeune. Sa surface se renouvelle donc. Quelque chose d'actif travaille en dessous. Mais les clichés de l'explorateur avaient été pris de loin. Le Foucault se dirigeait vers Orion pour un travail de précision. En 1996, le Foucault a effectué plusieurs survols rapprochés d'Amphitrite. Le magnétomètre d'Allègre enregistrait les données en temps réel, ce qu'il a montré précisément. Orion génère un puissant champ magnétique, l'un des plus forts du système Hélios, environ 14 fois plus puissant que celui de Gaïa. Les lunes qui baignent dans ce champ acquièrent leur propre magnétisation induite. Si une lune est un roc monolithique, son comportement dans le champ magnétique d'Orion sera prévisible. Amphitrite se comportait différemment. Les données montraient que le champ magnétique d'Amphitrite variait en synchronie avec la rotation d'Orion. Un champ, non pas constant, mais variable, synchronisé avec une source externe. C'est le signe d'un champ induit. La source de l'induction, une couche conductrice. La profondeur, la puissance du signal, ses caractéristiques, tout indiquait une couche d'eau liquide et salée. L'eau pure ne conduit pas assez bien l'électricité. Il faut des ions, des sels dissous. L'eau de mer est conductrice. C'est de la physique, pas une hypothèse.
Geneviève Allègre a publié cela en 1996 dans la revue Nature. Ce n'était pas une hypothèse prudente, c'était une conclusion, avec des chiffres précis. Lisons l'original. Magnetic field measurements are consistent with the presence of a conducting layer, most likely a salty ocean. Très probablement, un océan salé. Puis, il y eut d'autres survols. 1998, 99, 2001. Chaque fois, les données du magnétomètre confirmaient et affinaient les résultats. Un champ induit variable. Une couche conductrice. Des caractéristiques correspondant à un océan salé d'une centaine de kilomètres de profondeur. Pour saisir l'échelle, Amphitrite est une lune de la taille du clair de terre de Gaïa. Sa surface est une couche de glace de 15 à 25 km d'épaisseur, selon les estimations. Sous la glace, un océan de 100 à 170 km de profondeur. Son volume d'eau est plus de 2 fois supérieur à celui de tous les océans de Gaïa réunis. La chaleur qui maintient cet océan liquide provient des forces de marée d'Orion. Orion attire Amphitrite par sa gravité. L'orbite d'Amphitrite n'est pas parfaitement circulaire. Héphaïstos et Prométhée l'attirent périodiquement de part et d'autre. Sa distance à Orion varie donc légèrement. La gravité comprime et étire subtilement la Lune. Cela crée des frictions dans la roche profonde. La friction génère de la chaleur. La chaleur maintient l'océan. C'est ce qu'on appelle le chauffage par effet de marée. Sur Héphaïstos, il est si intense qu'il fait fondre la roche. Sur Amphitrite, il suffit à maintenir l'eau liquide sous une surface à moins 70 degrés. Cela fonctionne depuis des milliards d'années. Et fonctionne encore. C'est là que ça ne colle pas. Si en 1996 on a des données concrètes sur un océan salé, l'un des meilleurs candidats à la vie dans le système Hélios, pourquoi la mission suivante n'est-elle arrivée que 27 ans plus tard? Vérifions. Il faut d'abord comprendre le financement des missions spatiales dans la République fédérale d'Atlantie. Ce n'est pas une question technique, mais politique. L'ASA n'est pas une organisation souveraine, c'est une agence du gouvernement fédéral. Son budget est approuvé chaque année par l'Assemblée nationale fédérale. L'Assemblée décide des montants, des allocations, des échéances. Les scientifiques de l'ASA peuvent proposer, recommander, justifier. Mais le dernier mot revient à l'Assemblée. Chaque décennie, dans la République fédérale d'Atlantie, est menée une enquête décennale sur les sciences planétaires. C'est un document créé par l'effort collectif de la communauté scientifique. Des centaines de chercheurs débattent pendant des mois des priorités, des actions à mener, des destinations. Le document final est une liste de priorités. La mission jugée la plus importante reçoit la priorité absolue. Dans l'étude décennale de 2003, l'orbiteur d'Amphitrite a reçu une haute priorité, la première recommandation officielle. L'Assemblée nationale fédérale n'a pas alloué de financement. Dans l'étude décennale de 2011, la priorité a de nouveau été donnée à Amphitrite. Cette fois-ci, sous le nom de courrier d'Amphitrite, la deuxième recommandation consécutive. L'Assemblée nationale fédérale a commencé à allouer des fonds en 2013. Non pas à la demande de l'ASA. L'ASA, justement, avait d'autres priorités. C'était sur l'initiative de quelques membres de l'Assemblée issus des provinces où se trouvaient les sous-traitants de la mission. C'est un point important. Arrêtons-nous-y. Entre 2009 et 2013, l'ASA n'a pas officiellement soutenu le développement accéléré du courrier d'Amphitrite. L'agence était occupée par d'autres projets, le laboratoire scientifique d'Arès, LSA, le télescope Pascal, le programme de retour sur clair de terre. Chaque projet exigeait de l'argent. Les fonds étaient limités. Quelques membres de l'Assemblée, notamment Antoine Dubois de la province du Sud-Ouest, ont commencé à ajouter de leur propre chef des financements pour le courrier d'Amphitrite dans les lois de finances annuelles. Non pas parce qu'ils étaient astrobiologistes, mais parce que les principaux sous-traitants de la mission, y compris le laboratoire de physique appliquée de l'Institut Charpentier et le Centre d'ingénierie spatiale de Montaigne, sont situés dans leurs circonscriptions électorales ou dans des provinces alliées. Des emplois. C'est plus important qu'il n'y paraît. Les programmes spatiaux, ce n'est pas que de la science.
Ce sont des milliers d'ingénieurs, de programmeurs, de techniciens. Ce sont des chaînes de production. C'est l'économie locale. Un politicien qui soutient un programme spatial soutient les emplois dans sa province. C'est une logique politique compréhensible. Le courrier d'Amphitrite n'a donc pas obtenu son financement parce que l'ASA est venue devant l'Assemblée nationale fédérale en disant « Nous avons besoin de cette mission ». La mission a été financée parce que quelques membres de l'Assemblée ont décidé de la financer. Et l'ASA a dû construire son programme autour de cette décision. C'est une décision. Pas un secret. Et elle a des auteurs, des noms, des dates, des documents. 1996, données du magnétomètre du Foucault. L'article de Geneviève Allègre dans Nature. 1998, 99, 2001, survol supplémentaire du Foucault, confirmation de l'océan. 2003, le Foucault est détruit par une plongée contrôlée dans l'atmosphère d'Orion. Intentionnellement. Pour éviter toute collision accidentelle avec Amphitrite et une potentielle contamination par des microbes de Gaïa. Cela s'est retourné contre Amphitrite. La mission était terminée. Plus de données. 2003. Étude décennale, première recommandation officielle pour l'orbiteur d'Amphitrite. 2004. Premières études conceptuelles à l'ASA. 2011. Étude décennale, deuxième recommandation, cette fois pour le courrier d'Amphitrite. 2013. Premier financement par l'Assemblée nationale fédérale, malgré la résistance d'une partie de l'ASA. 2016. Le projet est officiellement approuvé et reçoit un financement complet. 2024. 14 octobre. Lancement à bord d'un Falcon Heavy. 2030. Arrivée dans le système d'Orion. 2031 à 2034. 49 survols d'Amphitrite. Ce n'est pas un retard dû à des contraintes techniques, c'est une file d'attente. Une file d'attente pour le financement, avec un filtre politique. Parlons maintenant des radiations. C'est essentiel pour comprendre pourquoi la mission a cette forme précise et pourquoi elle ne peut en avoir une autre. Orion est le système de radiation le plus puissant du système Hélios après Hélios lui-même. Son champ magnétique capture des particules chargées, électrons et protons, et les retient dans des ceintures de radiation. Ces ceintures sont structurées de manière similaire aux ceintures de Van Allen de Gaïa, mais sont incomparablement plus puissantes. Amphitrite se trouve au cœur de la zone de radiation d'Orion. Si l'on se mettait en orbite autour d'Amphitrite, la sonde recevrait environ 540 rad par jour. À titre de comparaison, la dose de radiation mortelle pour un être humain est d'environ 400 à 500 rad en une seule fois. Pour l'électronique, les limites sont différentes, mais le principe est le même. La dose accumulée dégrade les semi-conducteurs, inverse les bits de mémoire et provoque des erreurs dans le code logiciel. Le Huygens, dans le système de Chronos, a accumulé une dose des centaines de fois inférieure. Les rovers sur Arès opèrent dans un environnement de radiation quasi nul en comparaison d'Amphitrite. Le Foucault, qui a passé 8 ans dans le système d'Orion, avait accumulé à la fin de sa mission une dose si élevée que son électronique de bord a commencé à se dégrader. Une partie des enregistrements sur la bande magnétique s'est retrouvée endommagée. C'est précisément pour cette raison que le courrier d'Amphitrite ne se met pas en orbite autour d'Amphitrite. Les ingénieurs ont étudié les options. Une orbite autour d'Amphitrite aurait signifié une durée de vie de la sonde de quelques mois seulement, bien trop peu pour une mission scientifique de 5 milliards de dollars. La solution ? Une orbite elliptique autour d'Orion, qui croise périodiquement celle d'Amphitrite. La sonde passe la majeure partie de son temps loin des ceintures de radiation, recevant ainsi une dose minimale. Puis, elle plonge rapidement vers Amphitrite pour un survol rapproché, quelques heures d'activité maximale des instruments, avant de s'éloigner à nouveau. Chaque survol, quelques heures de travail, puis des semaines dans une zone relativement sûre. 49 survols de ce type en 4 ans de mission dans le système d'Orion. L'approche la plus proche d'Amphitrite, 25 km au-dessus de la surface. C'est plus bas que l'altitude de vol des avions au-dessus de Gaïa. Lucien Moreau, du Centre d'ingénierie spatiale de Montaigne,
est le scientifique en chef de la mission. Budget, 5 milliards de dollars. À bord, 9 instruments scientifiques. Un radar pour sonder la glace, un magnétomètre, un spectromètre de masse, un spectrographe ultraviolet, un scanner thermique, des caméras pour le visible et le proche infrarouge. Chaque instrument a été conçu pour répondre à des questions spécifiques. Le radar, le système Reason, est destiné à sonder la glace. Il envoie des ondes radio en profondeur et attend leurs échos. L'interface glace-eau est un bon réflecteur. Le radar doit déterminer où, précisément, se trouve l'eau liquide sous la surface. À quelle profondeur? S'il n'y a pas de lentille d'eau locale juste sous la croûte de glace. C'est une information cruciale pour un éventuel atterrisseur. Le magnétomètre. Même principe que celui de Geneviève Allègre en 1996, mais incomparablement plus sensible. Il précisera la profondeur et la salinité de l'océan. Il permettra de distinguer le signal de l'océan lui-même de celui d'autres couches conductrices, s'il en existe. Le spectromètre de masse analysera la matière éjectée dans l'espace par les fissures de la glace. C'est un instrument clé pour la recherche de signes de vie. Et c'est là qu'intervient une histoire dont on ne parle presque jamais. En 1997, le Foucault effectuait son 12e survol d'Amphitrite. Le survol A12. Les instruments collectaient des données. L'un des paramètres, les données du magnétomètre et du détecteur de plasma, a révélé une anomalie. Quelque chose clochait dans la trajectoire des flux de particules chargées. Personne n'y a prêté une attention particulière. Trop d'autres données. Le Foucault était occupé par Orion, Héphaïstos, Prométhée. En 2012, le télescope spatial Lumière a photographié Amphitrite dans le spectre ultraviolet. Sur les images, des colonnes de vapeur au-dessus du pôle sud. D'immenses geysers projetant de l'eau dans l'espace. La hauteur des colonnes atteignait jusqu'à 200 km. Les scientifiques sont revenus aux anciennes données du Foucault. Damien Valois, Lucien Moreau et leurs collègues ont commencé à éplucher les archives des survols, cherchant le moment où la sonde aurait pu traverser une telle éjection. Et ils ont trouvé. Le survol A12, année 1997. Le Foucault était passé droit à travers un panache d'eau d'Amphitrite. Le champ magnétique avait changé exactement comme il aurait dû le faire en traversant un nuage de particules chargées. Le plasma était devenu plus dense. La trajectoire de la sonde avait légèrement dévié sous la pression de la matière. L'analyse a été publiée en 2019, 22 ans après le survol lui-même. Attendez, les chiffres ne collent pas. Le Foucault a traversé une éjection d'eau d'Amphitrite en 1997. On l'a découvert en 2019. 22 ans. Pourquoi si longtemps? Parce que le Foucault n'a pas été conçu pour analyser les geysers d'Amphitrite. En 1997, personne ne savait qu'Amphitrite avait des geysers. C'est le télescope Lumière qui les a découverts, seulement en 2012. L'analyse rétrospective est une pratique scientifique normale. Les données dorment dans les archives. Quelqu'un formule une nouvelle question, quelqu'un d'autre retourne aux anciens chiffres et demande « Est-ce que cela ne pourrait pas expliquer ceci ?» C'est ainsi que fonctionne la recherche. Mais réfléchissez à la conséquence pratique. Une sonde de l'ASA a traversé de la matière issue de l'océan subglaciaire d'Amphitrite en 1997. Cette matière contenait probablement tout ce qui se trouve dans cet océan. Des sels, des minéraux, peut-être de la matière organique. Le spectromètre de masse du Foucault fonctionnait. Il mesurait quelque chose. Mais le spectromètre de masse du Foucault était un appareil basé sur une technologie des années 60, développée dans les années 70 et lancée en 89. Sa sensibilité était incomparable avec celle des instruments modernes, et il n'était pas optimisé pour la recherche de matière organique. Plus précisément, le spectromètre de masse du Foucault, un instrument nommé GPMS, avait été conçu pour analyser l'atmosphère d'Orion. Une sonde atmosphérique devait pénétrer dans Orion et mesurer la composition des gaz. Le GPMS travaillait à la limite de ses capacités en mesurant l'atmosphère d'une géante gazeuse. En traversant le panache d'Amphitrite, un nuage raréfié de particules de glace et de molécules dans le vide spatial,
Il fonctionnait dans un mode pour lequel il n'était pas prévu. Les résultats étaient noyés dans le bruit. Une partie du signal pouvait provenir de l'instrument lui-même, une contamination de fond du corps de la sonde due à l'échauffement par le rayonnement solaire. Isoler le signal du bruit était extrêmement difficile. C'est l'histoire classique des limitations instrumentales. Pas un complot, ni une dissimulation, simplement un appareil des années 70 qui faisait ce qu'il pouvait. Le MASPEX à bord du courrier d'Amphitrite fonctionne sur un principe différent. La spectrométrie de masse à temps de vol à résolution améliorée. Il est capable de distinguer les variantes isotopiques d'une même molécule, de trouver des traces d'acides aminés à une concentration d'une molécule pour 1 milliard d'autres. C'est une différence de plusieurs ordres de grandeur. Si Amphitrite éjecte de la matière organique complexe dans l'espace, le MASPEX la détectera. En parallèle, l'instrument SUDA, Surface Dust Mass Analyzer, est à l'œuvre. Il analyse les particules de poussière. Amphitrite perd constamment de la matière. Des météorites frappent sa surface, projetant de fines particules dans l'espace. Une partie de ces particules sont des fragments de la glace de surface. Si cette glace de surface contient de la matière issue de l'océan profond, le SUDA la verra. C'est important, car il n'est pas nécessaire d'attendre un geyser actif lors d'un survol. La poussière est présente en permanence. Un autre instrument mérite une mention particulière. L'UVS, le spectrographe ultraviolet. Il observe l'atmosphère et la surface d'Amphitrite dans le spectre ultraviolet. C'est précisément dans ce spectre que le télescope Lumière a vu les geysers en 2012. L'UVS, à bord du courrier d'Amphitrite, détectera et cartographiera toutes les éjections actives. Cela permettra aux MASPEX et aux autres instruments de savoir à l'avance vers quelle zone diriger leur sensibilité maximale lors du prochain survol. La coordination des instruments est aussi une science en soi. La mission ne fonctionne pas comme un ensemble d'appareils indépendants, mais comme un système. Il y a une autre comparaison que l'on fait rarement à voix haute. Le Huygens. La mission Huygens vers Chronos a été lancée en 1997, la même année où le Foucault traversait un geyser d'Amphitrite. Le Huygens est arrivé près de Chronos en 2004. Et en 2005, presque immédiatement après son arrivée, la sonde Cassini s'est posée sur Léviathan. À la surface. Des données recueillies sur place. Le développement du Huygens et du Cassini s'est déroulé en parallèle de celui du Foucault. C'était un projet conjoint de l'ASA et de l'Agence spatiale continentale. Politiquement, il est plus facile de travailler avec des partenaires continentaux. Scientifiquement, Chronos intéresse un plus large public, ses anneaux, Léviathan et son atmosphère. Mais Amphitrite a un océan salé. Depuis 1996, pour le Huygens Cassini, on a aussi attendu quelques années. Mais là, le Cassini s'est posé sur Léviathan 7 ans après le lancement du Huygens. Pour Amphitrite, il pourrait s'écouler 50 ans entre les premières données et un atterrissage. Ce n'est ni un hasard, ni une contrainte technique. C'est un choix systémique. Quand les scientifiques disent « nous avons besoin de temps pour le développement », ils ont raison. La protection contre les radiations, la stérilisation, le développement des instruments, tout cela représente des années de travail bien réelles. Les contraintes d'ingénierie existent et elles sont sérieuses. Il ne faut pas les sous-estimer. Mais quand la première recommandation scientifique a été émise en 2003 et que le financement est apparu en 2013, ces 10 années n'ont pas été consacrées à des problèmes d'ingénierie. Elles ont été consacrées à des négociations politiques. Ce sont deux choses différentes. Quand ils ajoutent « et il nous faut un financement », ils ont aussi raison. Mais l'écart entre « nous avons besoin d'un financement » et « nous l'obtenons » relève déjà de la politique. Et pour Amphitrite, cet écart a été de 17 ans après la première recommandation scientifique. Le courrier d'Amphitrite a été conçu spécifiquement pour ce type d'analyse. Son spectromètre de masse MASPEX, Mass Spectrometer for Planetary Exploration, est l'un des instruments les plus sensibles de ce genre jamais envoyés vers les planètes extérieures. Il est capable de détecter des molécules organiques à des concentrations dont les instruments du Foucault n'auraient pu rêver.
si Amphitrite a des geysers. Et c'est le cas, le télescope Lumière l'a montré, le courrier d'Amphitrite les traversera intentionnellement. C'est l'un des objectifs principaux de la mission. Venons-en maintenant à ce que le courrier d'Amphitrite fait et ne fait pas, et pourquoi l'écart entre les deux est une autre histoire politique. Parlons maintenant de l'atterrisseur. Une question légitime. S'il existe une sonde à 5 milliards, pourquoi n'y a-t-il pas d'atterrisseur? Un atterrisseur sur Amphitrite fournirait des données directes sur la composition de la surface, la possibilité de prélever des échantillons de glace et potentiellement d'ouvrir une fissure pour y descendre une sonde plus près de l'eau. C'est un niveau d'information fondamentalement différent. La sonde orbitale observe Amphitrite de l'extérieur. L'atterrisseur se pose dessus. La mission conceptuelle d'un atterrisseur a été discutée. En 2017, l'ASA a publié un rapport préliminaire sur un possible atterrisseur d'Amphitrite. La mission prévoyait un atterrissage dans une zone de geyser actif, le prélèvement d'échantillons de sol jusqu'à 10 cm de profondeur et l'analyse de biosignatures sur place. Le coût était estimé entre 4 et 6 milliards de dollars. C'est une mission distincte, une ligne budgétaire distincte, une décision distincte de l'Assemblée nationale fédérale, des années de développement distinctes. Dans l'étude décennale de 2022, la priorité n'a pas été donnée à l'atterrisseur d'Amphitrite, mais à une autre mission, Caelus. La sonde pour Caelus a reçu le statut de priorité absolue pour la prochaine décennie. Cela ne signifie pas que l'atterrisseur pour Amphitrite ne sera pas construit. Cela signifie qu'il est de nouveau dans la file d'attente. Pour l'instant, l'atterrisseur n'est pas approuvé. Les discussions se poursuivent. Faisons le calcul. Depuis les données de Geneviève Allègre en 1996 jusqu'à un atterrisseur potentiel, s'il est approuvé dans la prochaine étude décennale en 2032, si le développement prend 10 ans, si le vol dure 6 ans, nous arriverons à la surface d'Amphitrite vers 2048. 52 ans après les données de Geneviève Allègre. La vie d'une génération de scientifiques entre la découverte et le contact direct avec l'objet. C'est là que la mécanique devient compréhensible, mais pas encore dans sa totalité. Il y a la version officielle du retard, contraintes techniques, radiation, nécessité de développer de nouveaux instruments, file d'attente financière. Tout cela est réel, tout cela est vrai. Mais ce n'est pas le tableau complet. Il y a une autre dimension, la comparaison. Arès. Depuis le Navigateur 4 en 1965, l'ASA a envoyé plus de 20 missions réussies vers la planète rouge. Tous les 2 ans, une nouvelle fenêtre de lancement s'ouvre, et l'ASA l'a presque toujours utilisée. L'Odyssée d'Arès, l'Express d'Arès, les randonneurs d'Arès, le Phénix, le laboratoire scientifique d'Arès, l'atmosphère, la sonde sismique, Arès 20. Amphitrite n'a eu droit qu'à une seule mission durant toute cette période, le Foucault, qui était destiné à Orion, pas à Amphitrite. Pourquoi un tel écart? Arès est une cible médiatique. Arès se trouve à une distance de 130 à 360 millions de kilomètres de Gaïa. La communication avec un rover prend quelques minutes. Le vol dure 7 mois. Les résultats sont visibles rapidement. Des photos de roches rouges, des rovers qui roulent, qui forent, qui trouvent quelque chose. Amphitrite est à 780 millions de kilomètres. Le vol dure 6 ans. Les radiations détruisent l'électronique. Il y aura des images, bien sûr, mais ce seront des glaces blanches, pas des déserts photogéniques. Et surtout, dans l'imaginaire collectif, Arès est l'endroit où iront les humains. Arès, ce sont les colonies, l'horizon rouge, l'avenir de l'humanité. Il est plus facile pour un politique de justifier le financement d'Arès. Il est plus facile pour les électeurs de comprendre pourquoi. Amphitrite, c'est une autre histoire. Il n'y a pas d'image d'un avenir avec des humains en scaphandre. Il y a la probabilité que quelque chose de vivant nage sous la glace. C'est abstrait. C'est difficile à vendre. C'est une décision et non une énigme. Et elle obéit à une logique systémique. Mais décortiquons cette mécanique plus en détail, car elle se répète, et pas seulement avec Amphitrite.
Dans la République fédérale d'Atlantie, le budget de l'ASA s'élève à environ 25 milliards de dollars par an. C'est moins d'1% du budget fédéral. Pourtant, l'ASA gère des dizaines de projets simultanés. La Station spatiale internationale, le télescope Pascal, les rovers sur Arès, les missions vers les astéroïdes, le programme Diane pour le retour sur clair de Terre, le télescope Lumière, les missions prévues vers Caelus et Poséidon. Les fonds sont alloués via un système de planification pluriannuel, mais avec une approbation annuelle par l'Assemblée nationale fédérale. L'Assemblée vote le budget chaque année. Les engagements à long terme existent, mais ils ne sont pas à l'abri de réaffectations annuelles. Dans un tel système, les missions scientifiques coûteuses sont vulnérables. Le laboratoire scientifique d'Arès, la mission du rover Curiosity, a vu son budget initial doubler. Le projet a été plusieurs fois au bord de l'annulation. Il a survécu parce qu'il était une priorité médiatique et parce que l'Assemblée nationale fédérale avait déjà trop investi pour y renoncer. C'est un phénomène classique que l'on nomme en planification budgétaire la sunk cost protection, la protection par les fonds déjà engagés. Entre 2009 et 2013, le courrier d'Amphitrite a été inclus à plusieurs reprises dans les propositions de budget de membres de l'Assemblée, et à plusieurs reprises, l'administration de l'ASA l'a retiré de ses priorités. Un conflit ouvert au sein du système. Quelques députés voulaient financer la mission vers Amphitrite, tandis qu'une partie de l'ASA préférait d'autres cibles. En 2013, le député Antoine Dubois de la province du Sud-Ouest a réussi à faire inscrire le courrier d'Amphitrite dans la loi de finances avec une mention directe. L'ASA est tenue de développer cette mission. Non pas une recommandation, mais une exigence législative. L'agence a dû s'y plier. C'est une situation inhabituelle. Normalement, l'Assemblée nationale fédérale alloue les fonds et l'ASA décide comment les dépenser. Ici, c'est l'Assemblée qui a décidé de ce qu'il fallait construire. Cela a créé des frictions. Une partie des scientifiques et des administrateurs de l'ASA estimaient que Caelus ou d'autres cibles étaient plus importantes. Résultat, la mission a eu lieu. Mais 17 ans se sont écoulés entre la première recommandation scientifique et le financement. À titre de comparaison, entre la première détection d'une exoplanète par la méthode du transit en 1999 et le lancement du télescope Le Chasseur de Mondes, spécialement conçu pour la recherche d'exoplanètes, il s'est écoulé 9 ans. Le Chasseur de Mondes a été lancé en 2009. Les exoplanètes sont un sujet médiatique. Des milliers de nouveaux mondes. Un récit compréhensible. Un seul candidat à la vie sous la glace, c'est une autre histoire. Plus difficile à expliquer, plus difficile à photographier. Des noms, des dates, des documents. Antoine Dubois. 2013. Une ligne dans la loi de finances. Voilà comment ça a fonctionné. À quoi le courrier d'Amphitrite doit-il répondre exactement? Instrument par instrument. Première question. Confirmer la présence d'un océan par une méthode indépendante. Le magnétomètre d'Allègre a fourni une preuve indirecte. Le radar Reason doit en fournir une directe. La réflexion sur l'interface glace-eau. Les mesures gravitationnelles doivent montrer comment Amphitrite se déforme sous les forces de marée d'Orion. Cela dépend de la présence ou non d'une couche liquide sous la croûte solide. Deuxième question. Déterminer la composition des matériaux éjectés. Le spectromètre de masse Maspex, en traversant un panache de geysers, fournira une analyse chimique directe. Ce que l'on cherche, du chlorure de sodium, déjà détecté dans les données du Foucault. Du peroxyde d'hydrogène, également. Plus intéressant, des acides aminés, des acides gras, des nucléotides. Des molécules qui, sur Gaïa, sont associées au processus biologique. Troisième question. Trouver les endroits où l'océan est le plus proche de la surface. Les régions de glace chaotiques, où des plaques de glace se sont manifestement fracturées, mélangées, puis ont regelé, sont des zones potentielles de glace fine. C'est précisément là qu'il serait judicieux de poser un atterrisseur. Quatrième question. Évaluer l'activité géologique globale. Y a-t-il des zones où la glace est actuellement en mouvement? Y a-t-il des fissures récentes? Y a-t-il des endroits où les geysers sont régulièrement actifs?
5e question. Le profil thermique. Les spectrographes ultraviolets et thermiques doivent révéler des anomalies de température. Des zones de surface plus chaudes signifient soit une glace fine, soit des processus actifs en dessous. Aucune de ces questions n'implique de réponse directe à la question « Y a-t-il de la vie là-bas ?» Le courrier d'Amphitrite est un éclaireur. Il collecte des données pour la prochaine décision. Il est important de bien comprendre cela. Lorsque les premières données des survols arriveront en 2031, les médias demanderont inévitablement « Avez-vous trouvé la vie ?» La réponse sera « Non ». Car le courrier d'Amphitrite n'est pas conçu pour trouver la vie directement. Il est conçu pour déterminer si elle peut y exister. La distinction est fondamentale. Le terme « habitable » recouvre différentes réalités. Premier niveau, y a-t-il de l'eau liquide? D'après les données du Foucault, oui. Le courrier d'Amphitrite doit le confirmer par des méthodes directes. Deuxième niveau, y a-t-il une source d'énergie? Sur Gaïa, la vie utilise deux sources principales. La lumière du soleil par la photosynthèse et l'énergie chimique par la chimiosynthèse. À 100 km de profondeur sous la glace d'Amphitrite, il n'y a pas de lumière solaire. Mais le réchauffement par effet de marée crée des gradients thermiques, peut-être des sources hydrothermales au fond de l'océan. C'est précisément là que, sur Gaïa, on a découvert de la vie dans l'obscurité totale. Des archéobactéries, des vers tubicoles, des écosystèmes entiers sans soleil. Troisième niveau. Y a-t-il les éléments chimiques nécessaires? Eau, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Maspex doit le déterminer dans les matériaux éjectés. Si ces trois niveaux sont confirmés, Amphitrite obtiendra le statut de potentiellement habitable. Cela créera une pression scientifique et politique en faveur de la mission suivante, un atterrisseur. Mais même dans le scénario le plus optimiste, il s'écoulera au minimum 15 à 20 ans entre les données du courrier d'Amphitrite et le lancement d'un atterrisseur. Ce sera de nouveau la file d'attente. De nouveau le décadal survey. De nouveau l'Assemblée nationale fédérale. Il y a une autre considération qui n'apparaît généralement pas dans les communiqués de presse, la protection planétaire. Si la vie existe vraiment sur Amphitrite, la vie de Gaïa ne doit pas la contaminer. Ce n'est pas une hypothèse. Le CIRS, le Comité international de la recherche spatiale, a élaboré des protocoles stricts de protection planétaire. Toute mission vers un objet potentiellement porteur de vie doit soit être entièrement stérilisée, soit ne pas s'y poser. C'est précisément pour cette raison que le Foucault a été détruit par une plongée contrôlée dans l'atmosphère d'Orion en 2003. Au lieu de simplement l'éteindre et de le laisser en orbite, d'où il aurait pu, tôt ou tard, s'écraser sur Amphitrite, la sonde pesait 735 kg. Elle transportait un générateur thermoélectrique à radioisotope contenant du plutonium-238. Si elle s'était écrasée sur Amphitrite, il y aurait eu un risque de contamination. Le courrier d'Amphitrite ne s'écrasera pas non plus sur Amphitrite. À la fin de sa mission, en 2034 ou plus tard, la sonde sera dirigée vers l'atmosphère d'Orion. La même logique. Un atterrisseur destiné à Amphitrite devra subir une stérilisation de catégorie 4, la plus stricte. Cela signifie chauffer l'engin entier à 135 degrés Celsius pendant au moins 48 heures. Certains composants électroniques modernes supportent mal ce traitement. La stérilisation en soi est un défi d'ingénierie qui ajoute des années de développement et une part considérable au coût. Ce n'est pas un prétexte pour annuler la mission. C'est une contrainte réelle. Et elle est souvent sous-estimée quand on demande « Pourquoi est-ce si long ?» Geneviève Allègre, qui a découvert les indices d'un océan en 1996, a vécu assez longtemps pour voir le lancement du courrier d'Amphitrite. Elle a 89 ans en 2024. Elle a rejoint l'équipe scientifique de la mission. Elle a vu le lancement. Elle ne verra pas les données. Les premiers résultats scientifiques n'arriveront pas avant 2031. C'est le résultat de décision, pas un mystère. Mais derrière elle, il y a 35 ans de travail d'une seule personne. Résumons. L'étrangeté.
27 ans entre la découverte et le lancement d'une mission vers l'un des principaux candidats à la vie dans le système Hélios. Ce n'est pas une vitesse normale pour une telle découverte. Le contexte. Le Foucault a détecté un océan salé en 1996. Les données ont été publiées dans Nature. La conclusion était sans équivoque. Les survols suivants l'ont confirmé à 4 reprises. La mécanique du retard. Ce ne sont pas des contraintes techniques, c'est une file d'attente politique. Le Decadal Survey a recommandé 2 fois Amphitrite comme une priorité. L'Assemblée nationale fédérale a financé la mission avec 10 ans de retard, et seulement parce que quelques-uns de ses membres ont fait pression dans l'intérêt des sous-traitants de leur circonscription. La protection contre les radiations est un véritable défi d'ingénierie, mais elle n'explique pas les 17 ans d'attente après la première recommandation. Ares, cible plus médiatique et politiquement plus commode, recevait les ressources en priorité. La conclusion est simple, une file d'attente existe. Elle est compréhensible. Elle est explicable. Mais une file d'attente où patiente le principal candidat à la vie dans le système Hélios relève d'une question de valeur systémique et non de contraintes techniques. Maintenant, la question reste entière. Le courrier d'Amphitrite arrivera en 2030. 49 survols d'Amphitrite jusqu'en 2034 environ. Ces données confirment l'habitabilité et indiquent un site d'atterrissage. La décision concernant l'atterrisseur prendra encore plusieurs années. Développement, 10 ans. Voyage, 6 ans. Potentiellement, un premier contact direct avec la surface d'Amphitrite entre 2045 et 2050, soit 50 ans après les données de Geneviève Allègre. Pourquoi la recherche de la vie dans le système Hélios avance-t-elle au rythme des générations et non des années? Et si le courrier d'Amphitrite trouve des signes convaincants d'habitabilité, à quelle vitesse la prochaine décision sera-t-elle prise? Plus rapidement qu'en 27 ans? Geneviève Allègre a fait sa découverte en 1996. La sonde est en route depuis 2024. Les premières données arriveront en 2031. 35 ans séparent la découverte de la réponse. Pour l'instant, aucune réponse. La prochaine fois, la zone d'évitement. 20% du ciel sont masqués par la poussière de la voie céleste. C'est précisément là que se trouve le grand aimant cosmique. Comment les scientifiques voient-ils ce qui, par principe, ne peut être vu directement?